Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 17 mars 2018. Mimi Mofo, bonsoir. Bonsoir, Nadine Yambutwa televiewers. Good evening to you, ladies and gentlemen. Welcome to join us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, Professor Ivor Leke-Tambo, the chairman of the General Certificate of Education Board, who was traveling to Lebialem of the Southwest region of Cameroon to celebrate the appointment of Paul Tazong as Minister Delegate at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, has ended up in the hands of pro-independence fighters in the Anglophone regions of Cameroon. In this newscast, we'll tell you how and why it happened. Also ahead, a Pentecostal pastor here in the economic capital Douala is on the run after he reportedly impregnated at least 6 women of his church. The worship house has been sealed by the division officer for the Douala Free subdivision. Plus, we bring to you the fixtures of the 8th playing day of the Ligue 1 Championship in this newscast. À la une de ce journal, les séparatistes anglophones montent d'un cran dans les enlèvements de représentants de l'État sur le théâtre de cette crise. Le professeur Ivor Leke, PCA du DC Board, a été enlevé ce samedi matin à Lebialem, dans la région du sud-ouest Cameroun. Ses ravisseurs exigent une somme de 100 millions de francs CFA pour sa libération. La 3e autorité administrative enlevée en l'espace d'1 mois dans les régions anglophones au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, encore un autre enlèvement d'une autorité administrative dans la région du sud-ouest Cameroun. Le professeur Ivor Leke, PCA du DCE Board, a été kidnappé cette matinée par des séparatistes anglophones. L'enlèvement a eu lieu dans le village Fondem, dans le département du Lebialem, région du sud-ouest Cameroun. L'ancien secrétaire général du ministre de l'Éducation de base, promu PCA du DCE Board il y a peu, devait prendre part à une marche de gratitude des étudiants au chef de l'État Paul Biya pour la nomination de Paul Tazong comme ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la planification de l'aménagement du territoire. Selon des sources officielles, ses ravisseurs exigeraient une somme de 100 millions de francs CFA pour sa libération. Avec les enlèvements du sous-préfet de Batibo et du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest, cela porte à 3 le nombre d'autorités administratives kidnappées en l'espace d'1 mois par des séparatistes anglophones. Et dans la région du nord-ouest Cameroun, Paul Atangandi poursuit sa visite de travail. Après une rencontre avec les forces vives, autorités administratives hier, le nouveau ministre d'administration territoriale s'entretiendra demain avec les chefs traditionnels, opérateurs économiques, responsables des principaux marchés de la région du nord-ouest Cameroun, ainsi que les associations d'enseignants et mototaximens et même le sous-préfet de la MESAM. Déjà hier, Paul Atangandi s'est dit satisfait de la bravoure des forces de défense qui combattent de jour et de nuit sur le théâtre de la crise anglophone. Toute autre chose à présent, c'est l'une des grosses curiosités du contentieux préélectoral entamé jeudi dernier devant le Conseil constitutionnel. Contre toute attente, l'UNDP ne s'est plus présenté pour défendre le recours contre la liste RDPC dans la région de l'Adamawa. Au sorti de l'audience, le secrétaire général a refusé de s'exprimer sur le sujet. L'UNDP estimait pourtant faux l'acte de naissance de l'une des candidats investis par le RDPC dans cette région du Cameroun. Pour d'analystes, c'est tout simplement un compromis entre Bello Bouba Maïgari et le parti au pouvoir. Gizogo pour plus de précisions. L'étonnement consécutif au désistement de l'UNDP du contentieux préélectoral des sénatoriales 2018 devant le Conseil constitutionnel est loin de s'assoupir. Le secrétaire général de ce parti, Pierre Flambon-Gayap, n'en demeure pas, soutenant en off que l'UNDP n'a pas jeté l'éponge, mais a plutôt vu son recours radié par le Conseil constitutionnel du rôle des affaires inscrites à l'ordre du jour. Face à cette posture de refus de toute explication publique, le sociopolitiste Claude Abbé évoque une attitude justifiée par des promesses entre les deux parties.
il y a sûrement eu des transactions qui se relèvent des dessous des tables, des transactions entre l'UNDP et le RDPC, que les uns et les autres ne souhaitent pas faire connaître au vu et au su de tout le monde, quitte à mûrir la réponse à apporter à l'opinion publique. Selon cet expert des questions politiques, l'affaire du désistement de l'UNDP relève des arrangements politiques loin de toute compréhension commune. La politique n'est pas simplement de l'ordre de ce qui se fait sur la table. Il y a ce qui se fait en dessous de la table. Et il me semble ici qu'il y a eu un certain nombre de transactions éventuelles qui se sont jouées entre l'UNDP et le RDPC pour que l'on se retrouve en face de ces désistements de l'UNDP. Cette inclination, selon le professeur Claude Abbé, se trouve renforcée par une alliance quasi personnelle entre Bello Bouba Maïgari et Paul Biya. Il me semble ici qu'il y a une alliance quasi personnelle entre les deux responsables qui ne repose pas sur un groupe de travail qui indique qu'il y a une coalition qui existe et où les uns et les autres se rencontrent de temps à autre pour faire le point. Une manière d'établir que l'alliance UNDP-RDPC est plus que jamais solide. Et dans ce journal, nous reparlons du conseil ministériel tenu jeudi dernier au palais de l'Unité. Dans son discours, le chef de l'État, Paul Biya, a donné des instructions fermes en vue d'améliorer le niveau de vie des Camerounais. Mais pour le sociopolitiste Claude Abbé, qui émet d'ailleurs des réserves et des doutes sur la productivité des directives du chef de l'État, Paul Biya, Joël Sengaï Aïe Cyril. 3 faits ont retenu l'attention à l'issue du Conseil des ministres du 15 mars dernier au Palais de l'Unité. D'abord, le fait pour Paul Biya de rappeler de manière ferme, cette fois, les instructions relatives à l'utilisation des ressources publiques, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Mais pour le professeur Claude Abbé, sociopolitiste, il y a fort à craindre pour qui connaît Paul Biya qu'il ne s'agisse que de simples paroles. Il est dans son rôle de rappeler un certain nombre de choses. Mais c'est une chose de rappeler et une autre qu'on soit dans la réalité. Tant on le sait ces dernières années que les rappels et les directives du chef de l'État sont autant de paroles qui s'envolent et la réalité, elle continue à avoir cours comme elle peut avoir cours. N'ayant pas vu un fait nouveau, laissez-moi être tout à fait réservé vis-à-vis de la productivité de ce rappel. Le deuxième fait concerne la décentralisation. Paul Biya dit attendre du ministère nouvellement créé de la décentralisation et du développement local des propositions détaillées et un chronogramme relatif à l'accélération du processus de décentralisation. Mais pour le sociopolitiste, mieux qu'un chronogramme, il faut revoir les textes qui régissent la décentralisation au Cameroun. C'est une feuille de route qui est claire, à condition que dans ces rappels et que dans ces propositions-là, on y met également une possibilité de revoir les textes sur la décentralisation. Vous connaissez, à titre d'illustration, une délibération peut être faite par un conseil municipal et puis un kidam qui est dans un bureau, tout seul, arrive au nom de la tutelle administrative à bloquer la réalisation de cela. Enfin, Paul Biya se félicite des efforts qui ont été faits jusqu'alors dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019. Claude Abbé de conclure que Paul Biya dispose certainement d'instruments de mesure qui lui sont propres, alors que dans l'opinion, on a plutôt l'impression que les chantiers de la CAN piétinent. Le président a sûrement un certain nombre d'informations auxquelles le reste des Camerounais n'ont pas accès et qu'il a certainement un certain agenda sur lequel qui lui permet d'avoir une assurance. Et on ne peut pas en douter en tant que c'est lui qui tient le gouvernail du Cameroun. Et à ce titre-là, nous attendons de voir le maçon au pied du mur. Au lendemain du réaménagement ministériel du 2 mars dernier, Paul Biya veut mettre le gouvernement au pas. Mais au-delà des paroles, au sein de l'opinion, on veut voir des actes. Et dans le reste de l'actualité, la malgouvernance, la vente parallèle de médicaments mine l'hôpital régional Anès Dayos. Le malaise est si profond que les populations ont déserté l'hôpital au profit des structures privées.
sanitaire. Joël Lessenga et Marcelin Gansop. C'est d'abord la secrétaire générale de l'hôpital qui monte au créneau et dresse un état de santé plus qu'alarmant de cette formation hospitalière. C'est des problèmes managériaux. Je peux déjà dire que les ressources humaines sont source de problèmes. Les ressources financières sont source de problèmes. Les ressources même matérielles sont source de problèmes. Et si le manager n'est pas très performant en la matière, il y a toujours ces problèmes. Le maire de la commune d'Ayos va enfoncer le clou en dénonçant pêle-mêle les pratiques peu orthodoxes qui ont fini par tuer l'hôpital régional annexe d'Ayos. En tant qu'ancien président du comité de gestion de cet hôpital, j'ai relevé un certain nombre de dysfonctionnements qui partent de l'absence d'informatisation de la session de la pharmacie qui donne lieu à des pratiques qui ne sont pas bonnes. Il y a quelques problèmes de gouvernance parce que chacun là-bas pense que c'est son territoire. La vente de médicaments parallèles, la mauvaise gestion de la morgue et des frais de morgue. C'est dire que le nouveau directeur de cet hôpital hérite d'une patate chaude qui ne lui laisse pas un temps de répit. Nous avons longtemps souffert. Notre hôpital a une histoire et nous voulons que pour le bien-être de nos populations, que la gestion de notre hôpital puisse être efficiente. Et vous avez suivi le président du comité de gestion, le professeur Bokol-Ebe, qui a dit que l'hôpital est déserté au profit des centres de santé qui ne valent pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a un désamour entre l'hôpital et les populations. Il est donc question, avec l'arrivée du nouveau directeur, de réconcilier notre formation avec les populations. À côté de ça maintenant, il y a que l'absence d'informatisation à l'hôpital fait que chacun en fait un peu à sa tête. C'est chacun, il y a plusieurs postes de recettes, c'est chacun qui prend l'argent en main et chacun qui demande, qui instaure ses frais. Par exemple, à l'hôpital, on a eu une pharmacie parallèle qui a été installée à l'hôpital avec un doublement des prix des médicaments non conforme à la circulaire du ministre de la Santé du 5 avril 2012 qui a fixé les prix de chaque médicament. Pour qui connaît l'histoire de l'hôpital d'Ayos, il est temps que cette formation sanitaire retrouve ses lettres de noblesse. Et les défis sont immenses pour le nouveau directeur de l'hôpital régional annexe d'Ayos. Le docteur Minton Medio est appelé à administrer avec rigueur cette formation hospitalière, restaurer la confiance auprès des populations. Le gouverneur de la région du centre a défini cette feuille de route lors de l'installation du directeur de l'hôpital. Une fois de plus, Joël Lessenga et Marcelin Gansop. Le gouverneur de la région du centre n'est pas allé du dos de la cuillère pour mettre le docteur Minton Medio devant ses nouvelles responsabilités. Le directeur de l'hôpital régional annexe d'Ayos a du pain sur la planche puisqu'il doit tourner la triste page d'une gestion calamiteuse et inaugurer une nouvelle ère porteuse d'espoir. Je vais donner le blason de cet hôpital qui avait été abandonné parce que on ne retrouve plus ce qu'on attendait de cet hôpital. La gouvernance était bafouée, la gestion des épiceries et donc les malades ont donc abandonné cet hôpital pour d'autres structures sanitaires et d'autres façons de chercher la santé. Il est donc un bon temps pour lui de tout faire pour ramener ces populations à leur hôpital. Le nouveau directeur général est conscient des défis qui l'interpellent et veut se donner le temps de les mesurer et de les relever. Oui, je suis conscient effectivement que le contexte dans lequel j'arrive ici à Ayos n'est pas des plus favorables. Je prendrai le temps d'observer, je prendrai le temps de poser un diagnostic. Pour parler en termes médicaux, je dirais qu'il serait peu sage de faire des promesses sans avoir exploré et sans connaître la situation exacte. Cardiologue de formation, son profil et sa riche expérience sont présentés comme des atouts à capitaliser au profit d'une mission à la fois exaltante et périlleuse. On l'attend donc au pied du mur de travailler comme meneur d'hommes et manager et de ramener tous les comités de gestion, les élites, la population. Et l'État donc a vu que c'est un très grand hôpital qui a donc donné le statut de l'hôpital régional annexe. Ça veut dire que l'État accorde donc l'importance à cet hôpital pour pouvoir donc décongestionner Yaoundé. Et étant entendu que c'est dans une zone, un axe accidentogène,
il est important pour que cet hôpital redevienne ce que l'État a, les missions que l'État a voulu donc lui donner. Avec un plateau technique assez relevé et un personnel qui a pris conscience des enjeux, il n'est plus question que l'hôpital régional, annexe d'Ayos, tombe malade. Les forces de défense des pays contributeurs de troupes à la force multinationale mixte renforcent leur capacité dans la lutte contre le terrorisme. 250 éléments des armées issus de ces États viennent de bénéficier d'une formation sur divers modules des opérations sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Cette formation est le fruit de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République du Cameroun et par extension de la coopération avec les pays de la Commission du bassin du lac Tchad plus le Bénin. Cette formation vise à renforcer la coordination et de l'échange des intelligences dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et bien sûr l'extrémisme. Écoutons donc à ce sujet les explications du colonel Didier Eyébé, sous-chef d'État des armées chargé des opérations et point focal pour l'exercice 2018 au micro d'Equinox Télévision. Les exercices qui viennent de s'achever, l'Unified Focus 2018, étaient articulés en 3 parties. 2 parties sur le terrain et une partie au niveau de l'état-major qui se passait ici au niveau de la base. Sur le terrain, au niveau du génie militaire, nous avions un exercice terrain qui consistait à driller les gens sur la lutte contre les engins explosifs improvisés. Et au niveau de Garoua, un exercice terrain qui consistait à former nos médecins sur les interventions chirurgicales en milieu de théâtre d'opération. Et ici, à la base navale, un exercice d'état-major séquencé aux différents niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. L'exercice pourra aider nos forces qui sont sur le terrain à plus d'un titre. Déjà le renforcement des capacités des grands subordonnés et intervenants sur le terrain, que sont les militaires qui ont participé à cet exercice ici en salle. Ça va aider au niveau de la coordination sous-régionale des pays contributeurs de troupes de la FMM, la force multinationale mixte. Et surtout, ça va aider sur l'échange des intelligences et sur la lisibilité de l'évolution du terrorisme en général, Boko Haram en particulier, et surtout de l'extrémisme violent dans la sous-région. Et dans ce journal, on reparle de la célébration de la 33e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée a eu une résonance particulière au sein du groupe Equinox et Nouvelle Expression. Une conférence débat sur les droits et devoirs des femmes en entreprise et bien d'autres activités ont meublé cette journée. Reportage. Cette année encore, les femmes du groupe La Nouvelle Expression et Equinox ont choisi de célébrer à leur manière la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Tout a commencé avec la participation à un tournoi amical de football disputé avec les autres femmes de médias issues de la capitale économique Douala le 3 mars 2018 au stade Sopo-Priso. Conscientes de la place de choix qu'elle occupe en entreprise, les dames du groupe se sont retrouvées autour des experts de questions de droit pour évoquer de la problématique de leurs droits et devoirs en entreprise, parfois source de conflits entre employeurs et employés. Toutes les femmes enceintes ayant déjà des enfants ou comme moi n'en ayant pas encore, doivent maîtriser l'article 84 de notre Code du travail. Parce que c'est ça, il régit, lui et les articles qui suivent, ils régissent tout ce qui concerne le volet de la femme enceinte. C'est l'employé qui vient avec son premier bulletin pour présenter à la DRH ou à la DAF, selon les cas. Et c'est sous ce bulletin-là que la DAF peut constater que mon employé est enceinte. On ne constate pas la grossesse de l'employé parce qu'elle crache. Dans notre contexte, il n'y a pas de discrimination entre l'homme et la femme qui travaillent. Les deux disposent des mêmes droits. Sauf que dans certains cas, il y a des droits qui sont reconnus à la femme et qui ne sont pas reconnus aux hommes. Notamment vos congés maternité. Quand vous accouchez, vous avez le droit à un congé maternité. Ce n'est pas une faveur que l'employeur vous fait. Pour toi de le faire. Des moments d'émulation et de partage qui ont permis au personnel féminin du groupe La Nouvelle Expression et Equinox de puiser à bonne source afin de savoir comment se comporter en milieu professionnel. On retient que toute femme salariée devrait connaître le Code du travail.
on gagnera à lire les articles, on gagnera à être sensibilisé tout sur nos devoirs, également sur nos droits quand on est salarié. Donc c'est une initiative à saluer. Nous avons le devoir de donner le potentiel, le maximum de nous, et l'employeur a le droit de nous donner, de nous écouter en contrepartie. I've come to know that being a woman and being pregnant and working in a company, it does not make you a handicap in that particular company that you are working with. And that being a woman, you don't need a timing or rules and regulations to guide your matrimonial duties or your family and how to build your family. Soucieuse de l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise, Florence Makoudjou, directrice administrative et financière, se réjouit de ce partage d'expérience et appelle toutes ses collaboratrices à mettre en application ces enseignements reçus. Je crois qu'au sorti d'ici, mes collaboratrices, je parle du genre, elles ont retenu de très bonnes choses, en l'occurrence leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de l'employé, de l'entreprise. Et je souhaite au nom de l'entreprise que ce genre d'opportunités puissent se multiplier de temps en temps pour qu'on puisse acquérir des connaissances. Cette volonté de la direction générale du groupe Equinox et Nouvelle Expression de rassembler la gente féminine pour débattre des préoccupations de l'heure est une initiative louable. Et je profite de cette opportunité pour féliciter les responsables de cette maison qui ont compris que la journée du 8 mars, ce n'est pas une fête du folklore pour la femme. C'est une fête pour que la femme réfléchisse sur sa propre condition. En réalité, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous ne connaissez pas vos propres droits, cela fait problème. Ça a été une très belle idée que des femmes réfléchissent sur un thème d'entreprise en se disant quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Je crois qu'à la fin, nous avons toutes été édifiées de ce que chacune devrait faire pour être mieux dans son travail et pour que son patron soit davantage à l'aise d'avoir recruté une personne comme elle. La présence, comme chaque année, de quelques hommes a permis d'agrémenter et d'apporter une coloration particulière à cette célébration. Passé le temps des réflexions, les dames se sont retrouvées pour partager en toute convivialité un buffet gracieusement offert par la direction générale. Des moments de fou rire, joie et de détente ont ponctué ces instants. Les femmes ont laissé les plateaux de télévision, radio et même bureaux pour certaines pour se livrer à divers jeux. Tels que le concours de danse ou encore les défilés de mode. Julingue Nyondé, présentatrice des Paroles de femmes, a remporté le 2e prix de la meilleure tenue du 8 mars. C'est donc sur une note de satisfaction que les femmes du groupe se sont séparées après avoir esquissé quelques pas de danse. Le rendez-vous est pris pour le 8 mars 2019. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mimi Mefo. Merci à vous, Nadine Yambuto. Our televiewers, once again, good evening. A third government official has been picked up in Anglophone Cameroon by some yet-to-be-identified individuals. Professor Ivor Leketambo, chair of the General Certificate of Education Board, was kidnapped this morning in Lebialem, which happens to be his own hometown. We hear in the following report that this is the third disappearance of administrative authorities in less than 40 days in Anglophone Cameroon. This was on February 13th in Buea when Professor Ivor Leketambo was taking over the command baton as chair of the General Certificate of Education Board following his appointment on January 19th, 2018. I urge you, as the primary ambassador of this locality, to sensitize your brothers and sisters to go to school so as to emulate your example and even occupy more prestigious positions in the future, knowing fully well that children are not going to school in Libya land.
Ivor Leket Tambo was described by the then Minister of Secondary Education as an educational ambassador to the people of Lebialem, where there has been massive boycott of classes, like other parts of Anglophone Cameroon, for more than 17 months. The former Secretary General, the Minister of Secondary Education, was on his way to Lebialem on Saturday, March 17th, alongside other education and local authorities, when he was picked up by unknown individuals. The 67-year-old hails from Lebialem division of the Southwest region. He is the third official from the English-speaking part of Cameroon kidnapped in less than 2 months. Before his disappearance, the government has been multiplying strategies to uncover the whereabouts of the Dio for Batibo subdivision, who hails from Mundimba, Indian, and the delegate of social affairs, who is a native of Belu in Boyo division of the Northwest region of Cameroon. And it should be noted that a video showing the kidnapped chair of the General Certificate of Education Board, which went viral on social media, has been condemned by administrative and security forces in Cameroon. Professor Ivor Leket Tambo hails from Lewo. Lewo is a village in Lebialem of the Southwest region of Cameroon. He was kidnapped in the early hours of this morning, and it should be noted that the situation was followed by gun battle between security forces by some yet to be identified individuals in Lebialem. It lasted for several hours. It is happening at the time when Paul Atanganji is on a 3-day working visit in the Northwest region of Cameroon, hit as well by socio-political unrest. The Minister of Territorial Administration and Decentralization, the Minister of Territorial Administration arrived in Bamenda. That was yesterday, and was received, as we can see, at Santa, the gateway to the Northwest region of Cameroon, by CPD and party supporters and authorities of the region. Paul Atanganji, while evaluating government's efforts in maintaining peace and security, saluted what he called the courage of administrative and security officials. As he is going to be ending his visit to the Northwest region of Cameroon tomorrow, he is expected to meet with opposition leaders, clergymen, civil society actors, businessmen and women, teachers union leaders, as well as traditional authorities of the region. We now talk about a seminar to reinforce the capacity of defense and security forces of countries that sent troops to the multinational joint task force that ended here in the economic capital Douala, with the call for extra vigilance. For 1 week, the participants had received lectures on some of the key on ways on how to strategize and fight against the Islamic sect Boko Haram. During the closing ceremony here in the economic capital Douala, the governor of the electoral region of Cameroon, Samuel Dodoneva Dibois, chaired the ceremony. Simanji Kangebreu has the details. Baptized and given the name Unified Focus 18, it was a building capacity workshop that brought together 250 participants worldwide with 2 major objectives: to reinforce the capacity of the defense and security forces of countries sending troops to the mixed multinational force, and the reinforcement of the coordination and intelligence exchanges as the fight against Boko Haram and other forms of insecurities still exist. For 1 week, the participants had exercises in Garua and Douala, both in class and on the field for practicals. In class, with all the subjects that were taught, they were very rich, and most of the theoretical lessons that we learn, we do practice them while during the conduct. So it can really help when we implement them on the field. It will help us to really fight against Boko Haram. Lectures linked to how the military are to fight against improvised explosives and medical surgeries were demonstrated, but the important aspect was the exchange of ideas. Course like this one is not really to learn new things, but what is the most important thing is the exchanges that we have with other people coming abroad. For example, what they do against terrorism abroad, we change with them, and we try to change about what we do in Cameroon. We saw what the lack of certain things on the field,
for example, with vigilant committees, how to manage people. The gathering that witnessed the participation of many foreign nations had a facilitator from the United States of America who said the idea was laudable. What a fantastic opportunity for us to come together, for us to share best practices and experiences, to better understand what are the best military techniques and tactics that we can utilize to help counter violent extremist organizations, to come together to strengthen our partnerships and to better focus for a brighter future for all of us here. Bring that together all in one location, share those experiences, transmit new knowledge to all the different participants so that we can then take that back to our own countries, to our own forces, and improve upon the capacity of our forces to conduct operations in the region. It was, however, an opportunity for broken relationships in the military sector to be mended. Just a true opportunity for us to build new relationships, to build on actually past relationships and to further strengthen that. All about building capacity for our partners in the Lake Chad Basin region. The Unified Focus, a thing, was organized thanks to the fruitful military cooperations between the United States of America and the Republic of Cameroon in collaboration with the countries of the Commission of the Lake Chad Basin and Benin. Still here in the economic capital Douala, Christians of the Kingdom Exploits Ministries are still astonished after their pastor's secret affair with some women of the church was exposed recently. After the pastor disappeared to an unknown destination, the divisional officer for the Douala Free subdivision sealed the church till further notice due to its clandestine nature. Details in the following report. The doors of the Kingdom Exploits Ministries International Church sealed. Curious Christians and passers-by watch in dismay, and the wife of the founder of the church, who appears to be taken by surprise, making calls. The DO for the Douala Free subdivision took the decision following what he called dangerous accusations made against the pastor by his own Christians. Bon, nous avons scellé le code de cette église pour le moment pour tout dans l'ordre public, pour défaut d'autorisation, pour nuisance sonore et pour activité dangereuse. From every indication, administrators only realized the clandestine nature of the worship house situated in Dokpasi, Douala, after the pastor, who is now on the run, impregnated at least 6 women and girls of his church. Nous avons prescrit une enquête. Et au bout de cette enquête, nous pourrons savoir. The action of Pastor Matthew, as he was called, tore families apart, and when it was realized several persons were involved, some of his angry followers stormed the church, threatening to set the building ablaze. The structure is now surviving thanks to security forces who intervened. As the search for the pastor continues, the DO for Douala Free, Nuhu Bello, has urged the victims of the accused man of God to report to the police for investigation purposes. Et nous avons également invité toutes les victimes à pouvoir déposer leurs plaintes auprès des différents services de sécurité ou de gendarmerie pour une enquête. The church is now without a pastor and deserted by Christians. And a team of election observers from La Francophonie are already in the country to monitor the senatorial election process before, during and after. As weeks narrow to days ahead of March 25th, political parties taking part in the election have continued to woo the Electoral College, that is the over 1,000 councillors across the national territory, to take part in the voting process. 9 parties are going in for the senatorials in Cameroon, and on Monday, the 19th of March, the Constitutional Council is going to rule on the various petitions, precisely one, to be more precise, that of the Social Democratic Front in the West region of Cameroon. Officials at the elections governing body have announced the dispatchment of voting kits such as ballot boxes and papers and the indelible ink
to all the regions of Cameroon. They would arrive before Friday next week, according to the officials at Elections Cameroon. This would be the second senatorials organized in Cameroon after that of 2014. We now talk about activities ahead of the 8th playing day of the League One Championship that will take place in stadia across the country this weekend. We have 8 matches. The fixtures are as follows. Tomorrow at the private stadium of Coton Sports of Garoua at 3 p.m. Coton Sports will play against New Stars of Douala. At the Centenary Stadium in Dimbe at 4 p.m. Bamboutus is going to clash with Dragon at Bafang in the western region of Cameroon. Precisely at the Municipal Stadium, Unisports will take on Union Sportif of Douala. That's going to be at 3:30 p.m. At the same time, at the Municipal Stadium in Loum of the Mongo Division of Cameroon, UMS of Loum is going to play against Fetchou. In Moliko Boya, Astra of Douala will take on Fovo of Baham. In Oza Stadium, Yafoot will play against Aigle of Meno at 1:30 p.m. At 3:30 still, Colombo will play against Young Sports Academy. At start the Mbankomo in Yaoundé, Edin Sports will take on AS Fortuna. And that brings us to the end of this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you for joining us. Nadine Yambo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Mesdames et messieurs,